Je voudrais reprendre la question de la responsabilité en amour et la responsabilité du fait d'aimer à partir d'une double réflexion, d'une confrontation entre la philosophie de Schopenhauer, en tout cas une partie de cette philosophie, à savoir celle qui, dans son texte fameux Métaphysique de l'amour, met en évidence à la fois l'importance, la prééminence de l'instinct, et également le fait que l'être humain, au fond, serait en partie responsable du sentiment qu'il éprouve, mais en partie seulement, puisqu'on pourrait mettre en évidence l'existence d'une forme d'instinct sexuel comme autre ruse de la raison, une forme de ruse de la raison amoureuse, si vous voulez. À ceci, j'aimerais confronter la philosophie de la liberté issue de Sartre, et en particulier, évidemment, l'existentialisme. D'abord, considérons l'instinct sexuel du point de vue de Schopenhauer, c'est-à-dire l'instinct sexuel comme autre ruse de la raison. Le fait de s'aimer soi-même, de manière générale, est souvent associé à une forme de narcissisme, un narcissisme malsain. Pourtant, à bien y réfléchir, il semble difficile de s'occuper des autres, d'être par exemple altruiste, d'être généreux, si l'on n'est pas capable de suffisamment s'occuper de soi-même. Cela signifie que le souci de soi, un souci de soi minimal, une manière de s'aimer minimale, est sans doute nécessaire. Maintenant, éprouver un sentiment d'attirance et d'attachement, c'est cela qui généralement définit l'amour. La métaphysique de l'amour radicalise la question en l'appréhendant comme secondaire vis-à-vis de ce que la raison doit penser de l'amour. En effet, s'interroger sur le fait de savoir s'il faut ou non aimer pour bien user de la raison, c'est considérer l'amour comme une puissance autonome et non comme un objet de la raison. L'hypothèse que Schopenhauer mène à son terme consiste à rationaliser l'amour à l'extrême. Si l'amour n'est qu'une image désenchantée de l'instinct sexuel, et Dieu sait si Schopenhauer pousse très loin le désenchantement de l'amour, on peut considérer que le désir n'est que l'expression humaine de cet instinct sous une forme au fond plus ou moins consciente. Cela signifie qu'il existerait, selon le philosophe, une forme de ruse de la raison de l'amour. Tout se passe comme si la vie usait de subterfuges pour réaliser son dessein de reproduction. La reproduction n'étant que la continuation de l'espèce par tous les moyens. Au fond, ce subterfuge prendrait des formes les plus éloignées les unes des autres, le but essentiel étant de gagner en efficacité. L'instinct sexuel se change en amour, entre guillemets, même si la mode des guillemets est actuellement à quelque chose d'un peu particulier, voilà. En tout cas, l'instinct sexuel se changerait en amour pour se réaliser. Se posera à un moment la redoutable question de la raison d'être d'une telle métamorphose, et au fond, la raison d'être de ce dessein en général. Mais en attendant, du point de vue strictement biologique, en tout cas, on gagnerait beaucoup, par exemple, à considérer que perdre toute une énergie à travestir un besoin reproductif en sentiment amoureux pose question philosophiquement. Toute conception réductionniste élimine tout un champ de questions inhérentes, par exemple, à ceux qui idéaliseraient l'amour, puisque des thèmes comme la fidélité, la jalousie, la sexualité ne sont plus qu'à appréhender du point de vue de la seule utilité instinctive. Mais, précisément, la question se pose de savoir ce pourquoi les êtres vivants se cachent ainsi l'essentiel. Pourquoi, au fond, les humains se mentent-ils à travers des stratégies de séduction? Pourquoi ont-ils besoin de se cacher la réalité de leurs désirs pour se donner une chance, au fond, de les réaliser? Et alors, de ce point de vue, on peut se demander ce qu'un instinct apporte d'une façon, au fond, même matérielle, d'une façon la plus utilitaire. Et au fond, on peut se demander si tout être vivant a tant que ça à gagner à masquer la réalité naturelle de ses penchants. Loin de clore ce questionnement sur la relation classiquement tumultueuse entre la raison et l'amour,
le texte La métaphysique de l'amour de Schopenhauer en ouvre de nouveaux. Schopenhauer démontre avec un degré de précision inouï, je ne peux pas m'empêcher à la fois de penser qu'il y a très souvent un aspect provocateur et une forme de déception originelle à l'origine de ce texte, à quel point en tout cas il se revendique ici comme à l'opposé de ce qui va apparaître plus tard comme le romantisme. Schopenhauer considère qu'il existe des pulsions inconscientes dont l'individuation est même secondaire, puisque tout ce qui vit est originellement conditionné par cette force aveugle, au fond, cette force universelle qui serait la vie elle-même. Cela qui rend les efforts de représentation et de connaissance de la vie par la raison intéressants et difficiles, c'est le fait que, au fond, il existe cette ruse de la raison de l'amour, autrement dit l'instinct masqué, derrière des expressions sentimentales. Or, cet instinct n'est pas lui-même suffisamment pris en compte, et certainement pas par les philosophes. Les raisons d'être d'une telle ruse, je l'ai dit tout à l'heure, restent assez mystérieuses au fond, puisque il n'explique pas l'origine de l'existence même de cette ruse. Il ne fait qu'en constater les formes et en décrit des aspects qui aujourd'hui, évidemment, seraient considérés comme des formes de naturalisation de l'amour, de l'homme et très souvent de la femme, qui paraîtraient scandaleuses, qui paraîtraient évidemment et infiniment regrettables et contestables. Mais ce n'est pas du tout l'objet de cette référence ici, puisque le problème posé, c'est la possibilité même de l'amour, et la possibilité pour la raison de comprendre la réalité de l'amour. Pour Schopenhauer, la possibilité que l'amour puisse continuer à exister est relative à ce couple, à ce pendule infernal entre le désir et l'ennui. Les humains sont capables d'inventer des choses certes belles comme l'art, et c'est sans doute ce qu'ils inventent de plus beau dans le monde, mais encore faut-il que l'amour puisse exister autrement que comme une illusion alors, ou un piège supplémentaire de l'imagination. Or, pour l'auteur de la métaphysique de l'amour, le fait d'aimer ne prouve en rien que l'être humain puisse réellement transcender l'instinct sexuel. Cela signifie qu'il éprouve le besoin de cette transcendance, ce qui est tout à fait différent. Le problème n'est donc pas de savoir comment aimer du mieux possible, mais au fond, pour être heureux, il faudrait aimer le plus moralement possible. Or, de son point de vue, la vraie question n'est pas d'aimer ni d'aimer moralement, mais comment appréhender la vie de telle manière qu'aimer ne soit plus un piège. Or, de son point de vue, il est quasiment impossible d'échapper à ce pendule infernal entre le désir et l'ennui, autrement dit entre deux souffrances. La souffrance du fait même de désirer, la souffrance de manquer, et la souffrance qui est liée à l'ennui, autrement dit la souffrance liée au fait d'avoir accompli ses désirs. On peut voir qu'il existe une forme de réalisme réducteur chez Schopenhauer, et qu'il existe cette vérité de l'instinct biologique au fond, une vérité exclusivement pensable sur le terme de l'instinct sexuel. De son point de vue, du point de vue de Schopenhauer, au fond, eh bien, le fait d'aimer serait en grande partie illusoire dans la mesure où on le détacherait de l'instinct sexuel. Alors, à l'opposé total de cette question-là, existerait une forme de considération de l'amour qui prendrait en compte, ou qui partirait, certes de la contradiction inhérente au fait d'aimer, ou en tout cas entre deux êtres, mais une contradiction vécue sur le mode ou selon la modalité de la liberté. C'est ce que fait Sartre, c'est ce qu'il décrit en particulier dans L'être et le néant. Je partirai d'un passage qui fait partie dans L'être et le néant, de cette partie considérée comme essentielle et qui décrit les relations concrètes avec autrui, en l'occurrence, cette partie considérée comme essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle part d'une description de l'amour comme contradiction. Sartre considère que l'amour est conflit. Déjà, il s'oppose lui aussi au romantisme, même pas par le biais du déterminisme ou d'une théorie de l'instinct, mais par le biais d'une considération philosophique mettant en évidence la contradiction. Voilà ce qu'il écrit. C'est en ce sens que l'amour est conflit. Nous avons marqué en effet que la liberté d'autrui est le fondement de mon être,
Et précisément parce que j'existe par la liberté d'autrui, je n'ai aucune sécurité. Je suis en danger dans cette liberté. Elle pétrit mon être et me fait être. Elle me confère et m'ôte des valeurs, et mon être reçoit d'elle un perpétuel échappement passif à soi. Ça veut dire que du point de vue de la liberté d'autrui, je suis perpétuellement dépendant de l'existence d'autrui même, au fond, pour pouvoir exister. Sartre décrit l'amour, au fond, comme une contradiction. La question fondamentale étant alors la suivante. Si on médite sur le problème d'aspect purement psychologique, pourquoi l'amant veut-il être aimé? Si l'amour, en effet, était pur désir de possession physique, il pourrait être, en bien des cas, facilement satisfait. Le héros de Proust, par exemple, qui installe chez lui sa maîtresse, peut la voir et la posséder à toute heure du jour et de la nuit, dans une dépendance totale, matériellement. Au fond, on pourrait penser qu'il pourrait être tiré d'inquiétude, or c'est tout le contraire, on sait qu'il est rongé de soucis. Et c'est, dit Sartre, par sa conscience qu'Albertine échappe à Marcel, lors même qu'il est à côté d'elle, et c'est pourquoi il ne connaît de répit que s'il la contemple pendant son sommeil. Il est donc certain, dit Sartre, que l'amour veut captiver la conscience, au fond, et Sartre rejette cette notion de propriété. On pourrait dire, au fond, ça veut dire que l'être aimé échappe à son amant par la conscience et par sa liberté de conscience et qu'il est impossible de posséder quelqu'un. C'est pour ça que cette conception de la propriété par laquelle on définit l'amour est évidemment insuffisante. Mais considérons l'inverse. Imaginons maintenant que l'être aimé soit entièrement libre. On dit qu'on veut posséder l'autre comme liberté. Au fond, cela reviendrait à ne pas le posséder puisque l'autre serait libre. Qui se contenterait d'un amour qui se donnerait comme pure fidélité à la foi jurée, dit Sartre? Qui accepterait de s'entendre dire « Je vous aime parce que je me suis librement engagé à vous aimer et que je ne veux pas me dédire. Je vous aime par fidélité à moi-même. » Autrement dit, l'inverse est faux. S'il est impossible de posséder autrui comme corps, il est impossible aussi de se satisfaire qu'autrui soit pleinement libre. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas envie qu'il soit pleinement libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie qu'il soit uniquement déterminé en tant que corps, uniquement prévisible en tant que corps. On n'a pas du tout envie qu'il soit totalement asservi, au fond. Et on n'a pas envie non plus qu'il soit totalement libre. Qu'il soit libre de décider du fait d'aimer ou de ne pas aimer, de décider quand est-ce qu'il se mettrait à aimer ou pas. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire alors que c'est nous qui deviendrions, en quelque sorte, à sa merci. Cela voudrait dire, cela signifierait directement qu'il serait trop libre, quoi. Eh bien, Sartre en conclut, ou considère qu'au fond, eh bien, ce que l'on veut, c'est que l'autre soit à la fois libre et qu'on soit comme pris au jeu de la liberté qu'on lui donne, et qu'on soit en quelque sorte, eh bien, pris au piège de cette liberté qu'on lui aurait consentie. De manière plus simple, c'est comme si on disait, on a envie que l'autre ne soit pas entièrement asservi, sinon c'est pas drôle, quoi. Sinon l'autre est entièrement prévisible, qu'il devient un petit peu comme un chien, quoique c'est une considération pas très sympathique pour les chiens, mais en tout cas il deviendrait purement asservi, voilà. Mais on n'a pas envie qu'il soit entièrement libre non plus, parce que sinon il deviendrait entièrement le maître de ses sentiments. On a envie que les sentiments soient plus forts que lui. Au fond, la solution, s'il en existe une, consisterait à admettre que l'amour est contradictoire. Ça veut dire que quand on aime, on veut une chose et son contraire. On veut que l'autre soit entièrement libre, suffisamment libre de nous aimer pour qu'il puisse quelque part ne pas être uniquement déterminé par un instinct, ce qui est réducteur pour lui et pour nous. Et on veut que l'autre soit également, que l'amour, le fait d'aimer soit également plus fort que lui. Autrement dit, on a envie que l'amant soit comme pris au piège par la passion. Au fond, c'est comme si on souhaitait que, pris par la mauvaise foi qui l'anime, eh bien, l'amant, l'amoureux, ou l'amoureuse évidemment, soit comme dépassé par le sentiment qu'elle éprouve. Et j'irai, pour conclure ce petit exposé là de l'aspect contradictoire du fait d'aimer, j'irai simplement sur le terrain
de cette contradiction en considérant que lorsqu'on aime, non seulement on veut tout et son contraire, mais le fait d'aimer, contrairement à un mythe, eh bien, renverse bien des choses. Et j'aimerais proposer 4 pistes pour terminer. Première piste, je considère que lorsqu'on aime, contrairement à ce qu'on raconte bien souvent, on ne manque pas de lucidité. L'amour n'est pas une échappée hors du réel, n'est pas une échappée hors de la vérité d'autrui. On dit bien parfois, ou plutôt on le dit mal, que lorsqu'on aime, eh bien, on se ferait des mauvaises idées, des fausses idées en tout cas sur les autres, et puis que l'amour rendrait aveugle. Eh bien, moi, je crois exactement au contraire que l'amour rend lucide sur les vraies qualités de l'autre. Pourquoi? Parce que l'amour nous rend meilleurs, que nous-mêmes, et pousse l'autre à être meilleur que lui-même aussi. Quand on est aimé, quand on aime, eh bien, on fait des choses qu'on ignorait de soi-même. On est capable de faire plus et mieux que ce qu'on faisait aussi. Alors, très souvent, on entend qu'on est capable du pire. Oui, mais on est aussi capable du meilleur. Et donc, le fait d'aimer, et même d'aimer passionnément, puisque moi, je parle essentiellement aussi de la passion amoureuse, le fait d'aimer passionnément n'est pas uniquement à prendre comme une forme de succédané d'un péché, d'une faute morale en puissance, ou de quelque chose qui nous rabaisserait. Le fait d'aimer nous élève. Deuxièmement, je crois que dans l'amour, le déterminisme et la liberté ont tendance à dialectiquement se confronter. Il y a des moments où on est soumis à l'amour de l'autre, et il y a des moments où on parvient à s'en détacher. Je crois que dans l'amour, dans le fait d'aimer, il y a toujours un moment où, bien sûr, on est capable de décider. Ce que Sartre décrit très souvent comme réflexion complice. Et il fustige la mauvaise foi, et on connaît tous les textes dans Les Traits de néant du garçon de café ou de la coquette qui va à son premier rendez-vous, comme on dit. Bon. En réalité, ces textes qui décrivent d'ailleurs de manière un peu unilatérale la mauvaise foi, puisque si le garçon de café est de mauvaise foi, c'est que le client est de mauvaise foi. Si la jeune coquette qui va à son premier rendez-vous est de mauvaise foi, c'est que l'amoureux, l'homme qui est en face d'elle, est également de mauvaise foi. Une mauvaise foi, ça ne fonctionne jamais tout seul. Hein. Donc la mauvaise foi, pour pouvoir exister, il faut qu'elle soit elle-même théâtralisée par un regard qui lui donne tout son sens. Ce que je veux dire, c'est que dans l'amour, non seulement l'amour rend meilleur, mais dans l'amour, il y a un dépassement de l'opposition traditionnelle entre déterminisme et liberté. Puisque tour à tour, on est libre et conditionné. Et c'est cette recherche, cette quête de dépassement de la contradiction qui va nous faire agir en amour. Et cette quête va nous porter précisément vers l'autre, vers l'être aimé. Et s'il n'y avait pas justement cette contradiction, probablement qu'on se satisferait ou bien du fait d'être conditionné, ou bien du fait d'être entièrement libre. C'est comme si la liberté était trop grande pour soi, on la vit alors dans la solitude, c'est comme si le conditionnement pur et simple était trop petit pour soi, on se sentirait comme à l'étroit dans un conditionnement. En fait, dans le fait d'aimer, on se libère à la fois du conditionnement et on donne un sens à cette liberté éprouvée. Troisièmement, se pose la redoutable question de la responsabilité. Pour qu'on puisse être tenu pour responsable de ses actes, il faut au minimum qu'il existe 4 conditions. Il faut qu'on puisse être conscient de ses actes, qu'on ait conscience qu'autrui existe. Il faut également, troisièmement, qu'on puisse imaginer ou s'imaginer soi-même dans le futur, autrement dit qu'on puisse imaginer les conséquences, les implications de nos actes. Et enfin, il faut qu'on puisse avoir une mémoire de ces actes passés. La conscience de soi, la conscience d'autrui, la conscience des conséquences de ces actes et enfin la mémoire. Dans l'amour, ces 4 conditions sont mises en question. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que l'on aime, mais la plupart du temps, on ne sait pas pourquoi. On se rend compte qu'on aime bien. Dans l'amitié, la question ne se pose pas du tout de la même manière, et ça pourrait faire l'objet d'une autre analyse. On se rend compte qu'on aime bien. On sait d'emblée qu'on aime ses parents, ses enfants, et c'est un amour absolument infini. Par contre, dans la passion amoureuse, c'est plus complexe, puisque c'est comme si on prenait le train en route, c'est comme si on s'apercevait au bout d'un moment qu'on était déjà pris dans l'aventure. Ça note pas l'intentionnalité,
Donc ça n'ôte pas toute responsabilité, mais ça atténue le fait qu'on n'est pas responsable du fait d'aimer, mais on est probablement, très souvent, responsable du sens que l'on va donner aux sentiments qu'on éprouve et des actions que l'on va mettre en marche, de ce qu'on va en faire, quoi, de cet amour. Non pas du fait d'aimer, mais au fond, de la manière dont on réalise cet amour en question. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question de l'origine même du fait d'aimer. Je suis à peu près aujourd'hui persuadé qu'il y a bien 3 significations à la liberté, c'est-à-dire 3 mystères que toute forme de déterminisme ne parviendra jamais heureusement à expliquer. C'est le mystère lié à la création artistique, le mystère lié à la foi, pourquoi est-ce qu'on se met à croire ou pas du jour au lendemain, tout à coup, et enfin le mystère lié à l'amour. Considérant le mystère lié à l'amour, je pense qu'il ne faut pas chercher forcément à l'expliquer, mais simplement, il est inévitable de vouloir l'éclairer, surtout lorsqu'on souffre. Généralement, quand tout se passe bien, on n'a pas tellement envie de comprendre. On a surtout envie de comprendre ce qu'on éprouve lorsque la vie devient triste, lorsque le fait d'exister devient pesant, tout simplement parce qu'on a perdu la personne qu'on aimait. Et donc, je crois que le mystère de l'amour comme tel, il ne s'agit pas de vouloir l'annihiler, il s'agit seulement de vouloir l'éclairer. La philosophie est l'un des langages pour pouvoir l'éclairer, mais c'est sans doute pas le seul. À bientôt.